Salut à toi, bienvenue dans cette explication linéaire du poème de Arthur Rimbaud, Le Dormeur du Val. On va tout de suite commencer avec l'introduction et rappeler que depuis l'Antiquité, le genre poétique a toujours constitué un support privilégié pour dépeindre des cadres naturels agréables et paisibles. Virgile ne fait pas autre chose dans son recueil intitulé Les Bucoliques. Dans la première bucolique, il met en scène le personnage de Tityre qui est allongé sous un hêtre et qui compose des chants poétiques. Arthur Rimbaud, dans son sonnet intitulé Le Dormeur du Val, qui a été publié en 1870, décrit lui aussi un personnage allongé dans une nature joyeuse et riante, du moins en apparence. Et la différence, c'est que ce soldat, il ne s'essaye pas à la poésie, mais il est mort, comme on va le découvrir à la fin du texte. La problématique que je propose est la suivante. Comment Rimbaud s'y prend-il pour susciter l'effroi dans l'esprit du lecteur? On peut faire le découpage suivant. Première strophe, description du cadre naturel, et strophes 2, 3, 4, elles sont consacrées à la description du personnage, avec une chute dans la dernière strophe, donc comme on va le voir. Passons maintenant à la lecture du texte. C'est un trou de verdure. Alors, pardon, il faut toujours lire le titre du poème, c'est important. Le dormeur du Val. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit Val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort, il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. La première strophe, on a la tournure présentative C, notez le pronom démonstratif, hein, c'est un trou de verdure, c'est donc une tournure qui sert à présenter ce cadre naturel. Note la présence du champ lexical de la nature avec verdure, rivière, herbe, montagne, soleil, etc. Avec des expressions mélioratives. Cette nature, elle est décrite de façon positive. Note la métaphore de la rivière qui chante, la montagne fière, ce sont des personnifications qui servent à exprimer la bienveillance de cette nature. On observe également la présence du champ lexical de la lumière, avec soleil, argent, rayon. La lumière donc sert à évoquer un cadre agréable. On pourrait parler de locus amoenus. Locus amoenus, c'est une expression latine qui veut dire lieu agréable. C'est un topos, c'est-à-dire un lieu commun, un thème récurrent dans la poésie depuis l'Antiquité. Virgile y recourt. On peut aussi noter l'assonance en. Chante, accrochant, follement. On a même une rime intérieure avec accrochant, follement. C'est une figure de style qu'on appelle aussi l'homéotéleute. Rime intérieure donc, et alors cette sonorité en, elle est agréable, elle est douce, elle est suave. Notons également l'adjectif qualificatif petit devant Val, petit Val, donc ça crée un cadre cosy, un cadre encore une fois agréable, sécurisant. Deuxième strophe, on introduit la présence d'un personnage, un soldat jeune. Ce personnage, il est anonyme, comme on peut le voir avec l'article indéfini 1. Il est seulement décrit à travers son statut social, soldat, et son âge, un âge qui est imprécis toutefois, avec l'adjectif qualificatif jeune. Ce personnage, donc, est évoqué à travers le champ lexical du corps. On a bouche, tête, nuque. Après, plus tard, on va avoir ses pieds dans la troisième strophe. Donc, champ lexical du corps qui servent à évoquer ce personnage. Et toujours le champ lexical de la nature. On a également donc cette idée de repos et de sommeil avec des expressions comme bouche ouverte, la nuque baignant, le verbe dormir, hein, dort, et étendu.
pâle, l'hiver, donc toutes ces expressions qui renvoient au sommeil, et toujours le champ lexical de la lumière. Donc on s'imagine très bien ce personnage en train de dormir dans la nature, c'est agréable, voilà, on a l'impression qu'il se repose, il y a une impression de régénération donc avec cette nature qui est positive, et on a cette répétition du son U, encore une assonance, avec nu, nuque, nu, on a même des homonymes, donc au vers numéro 4 et au vers numéro 6. Voilà, donc toujours cette impression de douceur sur ces deux premiers quatrains. Premier tercé, les choses se compliquent avec, alors encore une fois, la répétition du mot d'or. Ce mot d'or, donc, qui fait écho avec la deuxième strophe, il fait également écho avec le titre du poème, Le dormeur du Val. On a donc toujours le champ lexical du sommeil avec un somme et le verbe bercer au dernier vers de cette strophe, berce-le chaudement, mais on a un effet d'étrangeté avec le polyptote souriant et sourirait. Souriant, on a une diérèse aussi, ce mot, lors de la lecture, on est obligé de le prononcer souriant pour respecter les règles de la métrique. Donc je rappelle qu'un polyptote, c'est une figure de style qui consiste à employer des mots d'une même famille lexicale. Donc on a ici souriant et sourirait. Ça crée un effet d'étrangeté, hein, à la lecture, c'est un peu lourd, on a un effet de lourdeur. Donc cette lourdeur, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être la lourdeur du sommeil, mais on va voir que c'est autre chose en réalité. On a également un autre effet d'étrangeté avec la comparaison de l'enfant malade. Ce personnage qui dort est comparé à un enfant malade. Malade, c'est un trait négatif, alors pourquoi cette comparaison? Et enfin, il a froid. Malgré toute la lumière qu'il y a dans ce lieu, le personnage a froid. Donc on s'interroge pourquoi il a froid. Et enfin, on a un effet de tension dans le dernier vers entre chaudement et froid. Donc il y a une opposition. Pourquoi cette tension? Le poète apostrophe la nature avec nature, berce-le chaudement. Bon, alors cette apostrophe à la nature, d'accord, pourquoi pas. Bon, il s'adresse à la nature, on est encore dans une communication un peu privilégiée avec la nature, mais on va voir au dernier tercé que, eh bien, en réalité, le cadre n'est pas si agréable que cela. Dernier tercé, euh, les parfums ne font pas frissonner sa narine. Alors, on s'interroge, pourquoi? Il est dans un cadre agréable, la nature est belle, il dort paisiblement, mais pourtant il n'est pas sensible aux parfums de la nature. Paradoxe. Répétition, encore une fois, du mot d'or, donc on peut parler d'épanalepse. Une épanalepse, c'est une figure de style qui consiste à répéter plusieurs fois un même mot tout au long d'un texte. Donc encore une fois, cette répétition de d'or qui crée toujours un effet de lourdeur. Le personnage a la main sur la poitrine, donc c'est un peu inquiétant. Il est tranquille, on peut encore penser à la tranquillité du sommeil, mais dernier vers, coup de théâtre, retournement de situation. Il a deux trous rouges au côté droit. Il a deux trous rouges au côté droit. On a un retournement de situation, donc on comprend que le personnage est mort. Et c'est là qu'il y a un effroi dans l'esprit du lecteur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout d'un coup, ce dernier vers donne la clé d'interprétation de tout le poème. Le lecteur est déstabilisé dans son interprétation. Pourquoi? Parce que depuis le début du poème, il pensait que ce personnage dormait et il se rend compte à la fin du poème que ce personnage est mort. Son esprit vacille. Il se rend compte que ce lecteur, il se rend compte qu'il a été abusé dans sa croyance de lecteur. Il se rend compte qu'il a besoin de faire une analyse rétrospective du poème pour récupérer le véritable sens de ce poème. Comme on l'a dit, donc ce soldat en réalité est mort, donc l'effet de surprise, l'effet d'effroi, il est provoqué par deux choses. La première, le premier élément, c'est que l'effroi, il vient de la tonalité tragique, évidemment, avec l'évocation de la mort. Et le deuxième élément, c'est que il a été abusé dans ses croyances, ce lecteur. Il a cru voir l'image de la beauté avec un personnage qui dort dans une nature paisible, et en réalité, il se rend compte qu'il a vu l'image de la mort. Donc, c'est là que réside le génie de ce poème, c'est ce retournement de situation qui est mis en valeur parce que
il est dans le dernier vers, il est dans le dernier segment, il est dans un segment du dernier vers, tout d'un coup on a cette brutalité de la révélation et également ce retournement de situation est mis en valeur avec une sonorité étrange, inhabituelle en tout cas, rougeuse au côté droit. Normalement on ne devrait pas marquer ce E final de rouge, ça devrait être un E muet, mais on est obligé de le prononcer pour respecter les règles de la métrique. On est obligé de marquer rougeuse au côté droit. Et ça crée une sonorité bizarre, un peu désagréable. On pourrait parler de cacophonie, de son cacophonique. Et donc cette cacophonie sert à mettre en valeur le retournement de situation. Donc les trous rouges au côté droit, trou, le substantif, fait écho à l'autre trou qui ouvre le poème. Donc, on a ici la figure de l'antanaclase. L'antanaclase, c'est la répétition d'un même mot dans un texte, mais pris dans des sens différents. Donc, le trou de verdure et les deux trous rouges, on a des sens différents qui créent donc un effet d'inclusion. C'est-à-dire que trou ouvre le poème et trou ferme le poème. Le poème est contenu entre les trous, finalement. Et, euh, et donc, on comprend qu'on est obligé de relire tout le poème, comme on l'a dit, en récupérant le véritable sens du texte. On comprend que les haillons de la première strophe, on ne comprenait pas trop bien ce qu'ils venaient faire là, ces haillons. Et bien on comprend qu'en réalité, les haillons, donc ce sont les vêtements déchirés des soldats qui sont morts et qui sont emportés par la rivière et qui s'accrochent le long des berges aux herbes qui bordent la rivière. On comprend également que le soldat bouche ouverte, le visage pâle, évidemment, c'est le cadavre. C'est le cadavre. Et la lumière qui pleut, hein, dans la deuxième strophe, cette lumière qui pleut, ce n'est pas forcément le soleil, mais ça peut être la lumière des affrontements. Le soldat qui a froid, c'est évidemment la froideur de la mort. Et souriant, c'est assez horrible, ça renvoie à la rigidité du visage d'un cadavre. On comprend aussi que tu as remarqué que dans chaque strophe, on a un rejet. D'argent dans la première strophe, d'or dans la deuxième strophe, nature dans la troisième strophe, tranquille dans la quatrième strophe. Eh bien, ces rejets, c'est une hypothèse, peuvent évoquer le marteau de l'arme à feu. Le marteau, tu sais, c'est l'élément qui est à l'arrière d'un revolver ou d'un fusil et que l'on enclenche pour armer ce revolver ou ce fusil. Donc ça évoque peut-être ce rejet, ça évoque ce clic du marteau de l'arme à feu. Donc, conclusion, comment Rimbaud suscite-t-il l'effroi dans l'esprit du lecteur? Eh bien, il utilise le procédé de la chute, du coup de théâtre, qui bouleverse l'horizon interprétatif du lecteur. Voilà, le lecteur est trompé dans ses croyances, et ce poème qui s'ouvrait avec une tonalité peut-être lyrique, on se rend compte que c'est la tonalité tragique qui le domine. Donc, le but, évidemment, c'est de mettre en valeur l'horreur de la guerre, hein, l'horreur du conflit. On rappelle que ce poème, il a été écrit en 1870. 1870, c'est la date de la guerre franco-allemande. Et la guerre franco-allemande a débuté en juillet 1870 et ce poème a été publié en octobre 1870. Donc c'est assez évident qu'il renvoie à cet affrontement. Et en ouverture, donc, on peut rappeler que la poésie, le genre poétique qui sert d'instrument de dénonciation des horreurs de la guerre, c'est quelque chose qu'on va retrouver au XXe siècle, avec par exemple le poème Barbara de Jacques Prévert, qui a été publié dans le recueil Paroles en 1946. Dans ce poème, Prévert renvoie au bombardement de la ville de Brest, et donc là aussi on a un soulignement des horreurs de la guerre. Voilà, j'espère que cette lecture linéaire t'a été utile. Si tu as besoin d'un coup de pouce dans tes révisions, n'hésite pas à m'écrire à l'adresse mail qui s'affiche dans la description de cette vidéo, contact@phdfrenchtutor.com. Et en attendant, je te souhaite bon courage dans tes révisions et je te dis à bientôt pour une nouvelle explication linéaire.